Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous recevoir dans Question d'actu. À l'ordre du jour aujourd'hui, la façade atlantique de l'Afrique, qui était au cœur du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte le 6 novembre dernier. Une actualité continentale, international également, à l'ordre du jour d'ailleurs du Forum Meddays qui a ouvert ses portes dans la ville de Tanger au Maroc. La question de l'intégration africaine nourrit en effet de nombreux débats lors de cette 15e édition qui a choisi cette année comme thématique Polycrise, Polymonde. 23 pays, 3000 km de long, 46% de la population africaine et 55% du PIB du continent. Ces chiffres donnent tout de suite une idée de ce que représente cette façade atlantique de l'Afrique que le Royaume du Maroc a choisi d'investir pour en faire un nouvel espace d'influence avec la finalité de faire émerger une nouvelle zone de croissance, de paix, de prospérité. Alors, dans son discours, le souverain a également formulé le souhait que la façade atlantique du royaume devienne un pôle d'intégration économique, mais aussi, et on en parlera, un haut lieu de communion humaine, un véritable foyer donc de rayonnement continental et international. Alors cet espace n'est pas né d'hier, il date de 2009. Et c'est à Rabat que le processus des États africains atlantiques, le PEAA, a vu le jour après quelques années de léthargie. Il a été ressuscité en juin 2022 sous l'impulsion du Maroc. Nous allons tenter de comprendre en quoi cet espace maritime représente une zone stratégique sur la carte des relations internationales pour le Maroc, mais aussi pour le continent. Et essayer de voir pourquoi il est tout aussi important géopolitiquement parlant pour le royaume, mais aussi pour tout ce qui s'y engage. Alors, outre cette vocation atlantique du Maroc qui se confirme, c'est bien l'idée maîtresse d'une Afrique qui prend son destin en main, dont il est question ici. Et pour échanger sur cette question ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Amin Laridi, expert international en diplomatie et souveraineté. Bienvenue à vous. Bonsoir madame, toujours un honneur et un privilège, d'autant plus qu'il est rehaussé par votre présence et par celle de mon cher frère, Monsieur Lo. Monsieur Moubarak Lo, que j'ai également le plaisir de recevoir sur ce plateau à Tanger et qui est directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal et plus précisément donc du Premier ministre. Bienvenue à vous également. Merci beaucoup. On va tout de suite commencer par le discours royal qui a été adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la Marche verte. Il confirme clairement la vocation atlantique du royaume et sa forte volonté d'ancrage dans sa profondeur africaine. Sa Majesté le roi Mohamed VI a souligné la détermination du royaume, et là je le cite, à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain, à lui conférer une portée africaine, une mise à niveau de la façade atlantique, Sahara marocain, portée africaine. Il me semble là qu'il y a 3 idées clés de l'amorce du discours royal. Amin Laridi. Très belle lecture et excellent choix de citation dans votre excellente introduction. Encore une fois, un plaisir d'être parmi vous ce soir, un plaisir aussi et un honneur d'analyser ensemble la portée de cet important discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui instaure une nouvelle doctrine géostratégique régionale et même internationale et qui est dans le continuum des réalisations de Sa Majesté dans le passé et du peuple marocain uni autour de lui pour et avec notre continent africain. Alors vous avez choisi la citation, permettez-moi de la lire. Citation du discours royal du 6 novembre 2023, Sa Majesté disait « Notre souhait est que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement. » Fin de la citation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. 3 grands volets qui ne peuvent se dérouler que dans la paix et la sécurité, qui ne peuvent se dérouler que dans le respect et la connaissance mutuelle. Et c'est un défi commun à bâtir. Beaucoup de frères et de sœurs africains connaissent plus d'autres continents qui ne connaissent leur propre continent africain. C'est notre devoir à tous d'inciter à plus de connaissances,
à plus d'amour, je dis bien d'amour, l'affect est très important ici, et à plus de foi en nous-mêmes Africains, en notre potentiel à bâtir ensemble, parce que de toute façon, on n'a pas le choix que de bâtir ensemble dans le respect et la connaissance s'y prête. Alors, si on est en train de parler de paix et de sécurité, on y reviendra tout à l'heure, le volet atlantique du Royaume du Maroc a toujours été un continuum, un symbole de ce continuum de notre pays et de ces liens sacrés avec ce beau continent auquel on appartient, qui est le continent africain. Au moment où le darwinisme européen créait une zone de séparation qui est le Grand Sahel, qui s'étend du sud du Royaume du Maroc en arrivant jusqu'au Soudan frère, d'accord, en passant par une zone en fait qui couvre quelques 3 millions de kilomètres carrés, si ma mémoire est bonne, un peu plus. Il en faisait une zone de séparation, une grande muraille de sable. Pour nous, ça n'a jamais été une muraille de sable, ça a été un espace vivant, ça a été un espace de caravane, ça a été un espace de commerce, ça a été un espace de communion entre familles, ça a été un espace de religion, ça a été un espace de pèlerinage, ça a été un espace politique de respect. Et c'est à nous de rebâtir cela au travers justement du volet terrestre et au travers aussi du volet maritime. Et aujourd'hui, je pense que c'est la première fois de l'histoire moderne qu'on est en train de relier les deux. Ah ben c'est parfait. Parce qu'il y avait toujours en fait une compétition dans l'histoire entre les routes terrestres et les routes maritimes. Et là, on est en train de relier et de rendre à cette région... Avec votre permission, je vais juste en fait instaurer 3 points rapidement, et pour le plaisir d'y revenir, pour bâtir avec vous et avec notre cher frère, Monsieur Lo. Il y a 3 volets en fait pour cette intégration économique. C'est le potentiel maritime lui-même, d'une part. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle en fait l'économie bleue, c'est-à-dire ce qu'on peut développer en tant qu'industrie, cosmétique, alimentaire, etc., énergétique. Et troisièmement, ce qui est supra-aquatique, à savoir tout ce qui est câbles, télécommunications, câbles d'énergie, et il y en a plusieurs projets. J'y reviendrai en détail par la suite, si vous le permettez. Bien sûr, on est là pour ça. Je me tourne tout de suite vers vous, Monsieur Moubarak Lo, pour avoir une première réaction à cette vision atlantique du royaume exprimée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Oui, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous parliez de 3000 km, mais les 3000 km, ce n'est que le Maroc. Exactement. Parce que si vous prenez de Tanger au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, la route la plus courte, vous ferez déjà 12 000 km. Exactement. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Je rêve d'un jour où vous aurez un TGV qui va quitter Tanger et arriver au Cap. C'est tout à fait possible, parce qu'il faut oser. Je salue la vision royale. Vous savez, le roi, en général, quand il dessine une vision, c'est toujours des visions réalistes. C'est pas des rêves, c'est des visions qui sont réalisables. Et j'ose espérer que dans les années à venir, vous allez voir toute cette vision traduite en réalité. Tout à l'heure, vous avez cité 3 mots-clés. La mise à niveau du littoral. Vous avez cité la façade atlantique, parce qu'il y a la façade méditerranéenne également. Et vous avez aussi le Sahara. Je pense que les 3 sont liés. Parce que si vous regardez la façade atlantique, la plus grande partie de la façade, pour ce qui concerne le Maroc, se situe au Sahara. Parce que dès que vous arrivez à Agadir, entre Agadir et la frontière mauritanienne, c'est là où se trouve l'essentiel de la façade atlantique. Donc, mettre en valeur la façade atlantique au Sahara, c'est en même temps résoudre le problème. Donc, c'est important qu'on lie les deux. Et vous savez qu'il y a de très grands projets qui sont envisagés à Dakhla. Il est envisagé de faire un port qui sera un peu le pendant de Tanger, parce que le Tanger, on peut dire, est tourné vers la Méditerranée. Dakhla Atlantique va être tourné... Il s'appelle d'ailleurs Dakhla Atlantique. Dakhla Atlantique. Bien son nom. Et c'est un port moderne, parce qu'autour, vous aurez des activités industrielles, parce qu'un port, ce n'est qu'une première partie. Mais autour, vous devez avoir des activités économiques. Parce qu'il y a une profondeur du port, il y aura une zone économique spéciale. Vous aurez le dessalement de l'eau de mer, vous avez l'énergie renouvelable. Tout à fait. Et vous avez surtout des connexions, parce que vous aurez des routes à grand écartement, sur 4 voies qui vont aller jusqu'à, encore une fois, Gargarat, qui permettront de connecter le continent africain avec Dakhla. Et ensuite, Dakhla aussi connecté avec l'Aïoun, et continuer sur Agadir jusqu'à Tanger. Donc c'est une vision
très pratique. Je suis persuadé que dans les années à venir, tout ce qui a été évoqué dans le discours royal va être traduit en réalité. Le deuxième élément, c'est important de développer cette façade parce que l'Afrique, d'abord, c'est le continent où le développement va se faire dans les années prochaines. On dit que c'est le continent du 21e siècle. Et aujourd'hui, les potentialités d'investissement, c'est en Afrique qu'on le trouve. Et donc, il faut accélérer la mise à niveau de ce littoral atlantique qui permettra de développer des investissements, des coopérations économiques entre les différents pays, ces 23 pays, du continent africain. 23 pays du continent africain, 12 000 kilomètres de littoral, voilà, puisque 3 000 effectivement concernent juste le royaume du Maroc, avec donc 23 pays ayant un accès direct à l'océan Atlantique. Il représente, je le disais tout à l'heure, 46% de la population africaine, autant dire quasiment la moitié du continent, et concentre près de 55% du produit intérieur brut du continent. Des chiffres, je le disais, qui parlent d'eux-mêmes et qui sont stratégiques, mais sur plusieurs plans, Amin Aridi. Volet stratégique et volet opérationnel, la transition coule de source. Je pense que c'est une troisième marche verte et on peut oser le dire et en être convaincu. La première s'étant déroulée en 1975, 350 000 femmes et hommes marocains, jeunes et moins jeunes, encadrés par 70 000 autres femmes et hommes marocains, ont traversé pacifiquement la fausse frontière coloniale et mettant fin à la colonisation espagnole de notre cher Sahara marocain. Donc ça, c'était la marche verte, la première. La deuxième, c'était la marche de la prospérité, et qui a connu une accélération sous le règne glorieux de Sa Majesté Leinstro, notamment avec le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Et j'avais l'honneur d'être présent à Laayoune quand il a été lancé en 2015. Et aujourd'hui, il est une réalité. M. Lo en parlait tout à l'heure, en grand témoin. On parle de milliers de kilomètres, on parle de voies, de la qualité d'autoroutes à l'échelle internationale, on parle d'aéroports, de ports, et on parle avant tout d'investissement dans l'humain, on parle d'électricité, on parle d'eau dessalée en milieu du désert, on parle de conditions de vie, on parle surtout de paix aussi, de stabilité et de bonheur et de dignité sous la souveraineté marocaine. Et ça ne peut se faire que sous la souveraineté marocaine. Là, c'est la troisième, en fait, marche verte. Et c'est un point très important parce que c'est là le Maroc qui reprend encore une fois ce rôle de locomotive de développement et ce pilier de paix du continent qu'on fait avec devoir et avec plaisir aussi, et qui nous vaut aussi ce support et cette reconnaissance de nos chers frères en fait africains, parce que quand Sa Majesté dit, nous faisons, et quand Sa Majesté dit, il fait, et le Maroc en fait fait, et on tient notre parole. Maintenant, après, en fait, cette introduction stratégique très importante et très cruciale, cette troisième marche verte, il y a en fait un volet atlantique, il y a un volet en fait terrestre et il y a un volet raccordement. Pour parler de manière pragmatique, parce qu'aujourd'hui, les décideurs qui nous suivent, ils doivent en fait comprendre la quintessence de ce grand discours de Sa Majesté très visionnaire. Et ce n'est pas pour rien que je disais que c'est un nouveau dogme géostratégique. Quand on parle de la mer, le premier en fait métier de la mer, c'est d'abord le métier du transport. Transport en fait maritime, par conteneur, on a déjà l'expérience, on est à Tanger, plus grand port en fait africain et méditerranéen, d'accord, à ce jour. On parle également du transport vraquier qui est très important, et le nouveau port de Dakhla va recevoir des bateaux vraquiers, d'autant plus en fait que la vocation africaine c'est l'export, d'accord, à travers des bateaux vraquiers, ce qu'on appelle le tramping, pour utiliser le jargon, il faut qu'on commence à s'habituer à ce genre d'éléments. Donc il y aura toute une économie autour de cela, pour la gestion, pour l'agency de ce genre de bateaux qui sont en fait, qui se font par affrètement. C'est-à-dire vous avez besoin d'un chargement de X milliers de tonnes, vous appelez, l'agent vous envoie, et le parking sera en fait à côté du port de Dakhla, ce qui favorise la logistique africaine, au lieu que le bateau ne vienne d'Asie ou d'Amérique, il est juste à côté, donc c'est moins de coûts, c'est plus de rapidité. Autour de là, il y a du service. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, il y aura du conteneur et du ro-ro. Qui dit ro-ro, ça veut dire camion qui rentre dans un certain type de bateau et puis qui va descendre dans un autre port africain. Et ça, c'est très intelligent parce que c'est adapté et à la fois en fait à la flotte marocaine qui est la plus grande d'Afrique en matière de camions de tir international, mais aussi aux besoins de ports africains frères qui parfois sont excellents et parfois alors, comme partout... petite mise à niveau s'il vous plaît pour bien comprendre les choses, parce que dans son discours, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé à construire une flotte marchande nationale forte et compétitive afin d'améliorer le commerce sur la côte atlantique. Alors là on parle d'un jalon névralgique, vous parlez déjà de logistique, de bateaux qui existent. On en est où là? Parce que là, cette flotte marchande nationale forte et compétitive, elle est à construire. Alors,
Donc je continue, il y a 3 en fait grands volets maritimes. Il y a le conteneur, ce qu'on appelle le liner trade. Le conteneur, c'est quand vous prenez le train. Il a un départ qui est fixe, il a une route qui est fixe. C'est de grands bateaux, c'est de grandes lignes maritimes, et par la suite, c'est des petits bateaux de feeder qui vont partir d'un grand port vers ailleurs. C'est comme prendre exactement le train. Il y a un départ qui est fixe et une arrivée qui est fixe. Ça, c'est le port de Tanger Med. Il sera aussi Dakhla par rapport au volet, ce qu'on appelle le AFR, qui vient en fait de l'Europe et qui descend jusqu'en Afrique, qui vient aussi en fait de l'ENAM, qui vient en fait de North America vers en fait le sud, et le SAM aussi, comme vous pouvez l'indiquer, South America, de l'Amérique du Sud, pour rester de long jargon technique. Deuxième volet, c'est le volet en fait vraqué. Là, on parle de tramping, c'est le contraire. Ça, c'est comme prendre un grand taxi, mais de payer en fait pour tout le trajet. C'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez aller. Et ça, c'est quelque chose qui est à bâtir pour une flotte marocaine qu'on a déjà commencé en fait à bâtir en affrètement, et aussi pour une flotte panafricaine, pour avoir des rotations panafricaines à partir du Maroc. C'est-à-dire il faut imaginer des cercles à partir de Dakhla descendant jusqu'au... C'est important d'expliquer cela, descendant justement jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, et par la suite en continuant jusqu'en Angola, et par la suite faisant ce qu'on appelle un 8. J'utilise le jargon technique pour que les gens s'habituent à ça. Et en même temps descendant jusqu'en Afrique du Sud et créant en fait une activité économique. Et puis cette même en fait flotte, une autre va venir, un autre cercle allant vers l'Amérique latine ou allant vers l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est le vrac. Troisième, c'est ce qu'on appelle le Ro-Ro. C'est des bateaux très importants aujourd'hui qui sont adaptés aux besoins du continent africain. Encore une fois, c'est une flotte maritime marocaine. Juste en fait, et donnez-moi l'indulgence de 2 minutes. Donc cette flotte-là, en fait, de Ro-Ro, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de camions, et aujourd'hui, on parle de transport par camion en attendant qu'il y ait en fait du chemin de fer. Il y a certes en fait le chemin de fer qui sert pour le transport minier essentiellement, du Niger jusqu'au Mali, jusqu'au Sénégal frère, et aussi jusqu'en Mauritanie, mais le principal du transport ne se fait et ne peut se faire que via le camion. Et le camion, automatiquement, pour prendre la mer, pour différentes raisons, c'est le Ro-Ro. C'est des bateaux comme ce qui se passe ici à Tanger pour aller en fait en Espagne. On monte en fait dans le bateau, c'est des bateaux de petite taille, et puis on descend dans un autre port, ce qui permet plus de flexibilité. Maintenant, autour de cela, qu'est-ce qui va voir le jour au port de Dakhla Atlantique et qui est dans l'intérêt de l'Afrique? C'est plus de rapidité dans les chaînes de logistique, c'est plus de fiabilité, mais des métiers aussi liés à la mer, des chantiers navaux pour la construction de bateaux. On a en fait rien que récemment, il y a eu un accident très triste au Nigeria, au niveau fluvial, et aussi en RDC, où plusieurs personnes sont mortes parce que les bateaux ont été importés, notamment d'Europe. C'est des bateaux qui étaient très vétustes, qui étaient abandonnés, et c'est des accidents qui arrivent très souvent. Si on développe une industrie justement du transport de passagers, parce qu'on parle en fait d'un volet humain ici qui est très important, automatiquement on favorisera le commerce interafricain à travers des autoroutes qui classiquement étaient des zones de frontières à cause de la colonisation, aujourd'hui redeviendraient ce qu'elles sont, c'est-à-dire des espaces en fait névralgiques que sont en fait les grands fleuves. On va parler de l'aspect humain, donc, qui est forcément relié, puisque c'est la finalité justement, et on parlera tout à l'heure, on développera ce haut lieu de communion et de communauté humaine dont a parlé Sa Majesté le roi Mohammed VI. J'aimerais prendre un petit peu plus de hauteur et de perspective justement pour rappeler pourquoi on parle de transport maritime, de logistique, avec tout ce jargon avec lequel vous nous familiarisez, Amine Laridi, et c'est important. Pourquoi on parle de potentiel maritime, parce que selon les experts, et là je parle sous votre contrôle, Monsieur Moubaraklo, 95% du commerce extérieur national se fait par voie maritime, et plus de 80% du commerce mondial, et l'Afrique représente moins de 6% de ce trafic. C'est quand même incroyable, de ce trafic mondial, alors qu'il y a deux façades maritimes totalisent donc pour le Maroc, en tout cas, 3500 km, dont environ 3000 km sur l'Atlantique. C'est une nouvelle réflexion stratégique qui est en train de se mettre en place. Oui, c'est vrai que pour et là, c'est vraiment un ordre d'idée plus grand, macroéconomique, que j'aimerais développer avec vous. Oui, c'est vrai. Pour donner de la crédibilité à l'ambition atlantique, il faut forcément développer le transport maritime. Parce que c'est ça qui permettra de donner vie à cet espace maritime atlantique qui est immense. J'ai parlé tout à l'heure de 12 000 km. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, le Maroc, pour commercer avec le Nigeria, il n'y a pas de ligne maritime. Donc on est obligé de dépendre des bateaux européens. Donc il faut monter jusqu'à Algeciras et ensuite, Inch'Allah, attendre qu'un bateau prenne le départ. Il faut bâtir ces lignes maritimes. Même en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, on est très pénalisé par cette absence de fret maritime. Le fret maritime, c'est l'avenir. Parce que, aujourd'hui, pour l'essentiel, on utilise des camions, c'est déjà pas mal. Mais il faut aller
vers le maritime. Ça permettra d'abord de réduire les coûts. Ensuite, on aura un entretien de nos routes, parce qu'avec les camions, c'est beaucoup plus difficile pour assurer la durabilité des routes. On transcende aussi les frontières. Tout à l'heure, Amine en parlait tout à l'heure, parce que si vous créez cette possibilité d'avoir des bateaux qui vont circuler dans la mer, on aura des autoroutes qui n'auront pas de frontières, en fait. Donc, il faut accélérer. Moi, je verrais même que la marine marchande dont a parlé le roi, que ce soit même un outil d'investissement étranger. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc est connu comme un géant dans le domaine de la banque, de l'assurance, des télécoms, comme investisseur dans la sous-région, dans la construction également. Demain, on peut avoir des bateaux, c'est-à-dire le Maroc peut devenir un deuxième Busan. Parce que si vous allez en Corée, c'est à Busan que vous avez la plus grande concentration de chantiers navaux en Asie. Il faudrait que le Maroc ait cette ambition de construire des bateaux, non seulement pour servir, disons, les besoins du Maroc en termes d'exportation, mais que ces bateaux puissent même aller en Afrique de l'Ouest, parce que l'ECOWAS, la CEDEAO par exemple, avait un grand projet de faire ce qu'on appelle écomarine, d'avoir du fret maritime, des lignes maritimes en Afrique de l'Ouest. Demain, le Maroc peut amener de grands bateaux qui pourront servir les besoins de l'Afrique de l'Ouest et donc favoriser les échanges entre les pays de la sous-région. C'est valable en Afrique centrale, parce qu'après, c'est valable même en Afrique australe. Donc demain, je verrai bien, en tout cas des flottes marocaines battant pavillon marocain, investir l'Atlantique Sud. Investir l'Atlantique Sud et investir aussi encore plus la voie de la diplomatie et des relations internationales. C'est un enjeu hautement géopolitiquement stratégique aussi, cette vision de l'Atlantique africain. Et pour la réussir, il faut allier deux choses, ce que j'aime appeler la stratégie del Falcone. C'est la capacité de voir toute la géostratégie, toute l'ampleur et la complexité et de la transformer, de la réaliser sur le terrain, tout en prenant en considération tous les détails. Alors, le génie en fait de Sa Majesté Line Solo, c'est de transformer un ensemble de complexes, d'accord, un ensemble complexe en tant que soi, en une solution qui peut être compréhensible par tout le monde et donc automatiquement implantable sur le terrain. Se transformer en un espace aujourd'hui où il y a un véritable défi sécuritaire, un véritable défi d'instabilité, de véritables conflits transfrontaliers hérités de l'ère coloniale, en un espace de coopération, d'accord, qui est le Grand Sahel, que ce soit au travers en fait de l'agriculture, que ce soit au travers des protéines et de l'élevage, que ce soit au travers de l'industrie, de transport dans l'immédiat, parce qu'on ne peut pas attendre 15 ans jusqu'au développer le prochain train, dans l'immédiat, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de manière pratique de camions, de consolidation à travers des zones logistiques et par la suite en fait via le maritime. Et maintenant Moubarak m'a tendu en fait la perche qui est très importante. Quand on parle de chantier naval, il y a trois types en fait de choses. Il y a déjà le transport de passagers, j'insiste sur ça parce que le besoin est énorme en Afrique aujourd'hui. Les gens meurent parce que les fleuves ont été transformés d'espaces de vie et de transport en des espaces frontaliers. Et donc personne en fait n'investit dans l'envasement. Et on a besoin de moyens de transport pour les personnes, d'accord, dans ces fleuves-là. Et automatiquement de moyens de transport aussi transfluvial. Et ça ne peut se faire qu'avec le Maroc et justement grâce à cette haute vision de Sa Majesté. Deuxième des choses, c'est le développement, ce qu'on appelle les bateaux intermédiaires. Ce ne sont pas des bateaux de grande taille, ils sont adaptés aux ports africains. Il faut comprendre aussi les besoins des ports africains en matière de profondeur, en matière de logistique et automatiquement développer des rotations en fait interafricaines qui sont connectées vers le monde. C'est-à-dire on massifie à travers le port Atlantique pour aller en Amérique latine, pour aller en Amérique. Il faut comprendre aussi l'enjeu géostratégique. C'est aider l'Afrique à s'ouvrir à plus de continents, à plus de marchés, à attirer plus d'investissements grâce à cette connectivité. Maintenant, si on a ça aussi, on a la capacité de réparer, on a la capacité de fournir en fuel, on a la capacité de fournir en catering, on a la capacité aussi d'offrir tout ce qui est rotation des passagers. Je mets ça de côté. On parle d'espace de vie avant tout. D'accord ? Il faut que les gens, je le disais tout à l'heure, et tu le disais, réapprennent à s'adopter ce continent africain. J'étais récemment, il y a quelque temps, en Sierra Leone et au Libéria, deux pays magnifiques d'un point de vue, de tous les points de vue, mais notamment d'un point de vue potentiel touristique. Mais l'image que les gens retiennent en fait du Libéria et de Sierra Leone, hélas, elle n'est pas vraie. Ils retiennent encore l'image en fait de la guerre civile. Et ça peut changer grâce à quoi ? Ça peut changer grâce au tourisme. Donc le retour des bateaux croisières transafricains qu'il y avait dans les années 60, 70 et 80, mais avec un regard
panafricain déjà, pour encourager le tourisme de l'Afrique vers l'Afrique, et aussi une ouverture vers le monde, pour avoir en fait un espace de vie et un continuum réel. Un autre volet, si vous le permettez, c'est aussi un volet industriel. L'idée, ce n'est pas en fait chez nous de nous accaparer en fait la croissance tout seul, mais de créer des leviers de croissance chez nos frères africains. Donc la transformation de la matière première grâce à la métallurgie sur place, voire même en fait une industrie avancée, et puis la finalisation au Maroc, d'accord, pour de l'export en fait vers le monde. L'idée, ce n'est pas de servir uniquement de point d'entrée vers l'Afrique, mais surtout de point d'entrée et de locomotive de développement de l'Afrique ailleurs pour créer de l'emploi, pour créer de la stabilité et que les espaces de frontières justement se transforment en des espaces et des pans de vie. Un espace de stabilité, mais pas de stabilité sans paix. Absolument. Moubarak Lo, vous êtes d'accord avec moi? Je crois que vous n'allez pas me contredire sur ce point. Donc on vient de le voir, c'est un haut lieu stratégique sur tous les points du continent. Donc ce sont des pays qui ont des défis communs. Le terrorisme, la région du Sahel en fait partie. Et sur ce point précis, Sa Majesté le roi Mohammed VI a constaté l'échec de l'approche exclusivement sécuritaire, exclusivement militaire. Sa Majesté a appelé à une autre approche. Et je crois que c'est la condition sine qua non pour parler d'abord d'une véritable zone de croissance, d'un potentiel pluriel de croissance et humain. Oui, bien sûr, il faut une approche intégrée. Parce que sans la paix, bien évidemment, on ne peut rien faire. Parce que tout à l'heure, je parlais d'une marine marchande, des bateaux qui vont circuler sur des autoroutes maritimes. Ouais. Ça suppose qu'on assure le préalable de la paix. C'est un préalable. Le terrorisme, la piraterie, la criminalité transfrontalière doit être résolu. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts sur les menaces terrestres. Il faudrait de véritables brigades maritimes, internationales ou transnationales. Très intéressant ça, ces brigades maritimes. Oui, il faut des brigades transnationales, des forces en attente même, je dirais, parce que si vous regardez l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, on a pensé des brigades terrestres. Mais on n'a pas réfléchi à cette brigade maritime. Donc le Maroc peut introduire ce concept. Vous savez, dans ce type d'initiative, il faut faire ce qu'on appelle des quick wins. C'est ça qui permet de donner le bon exemple. Pas seulement le bon exemple, mais de maintenir la flamme. Parce que cette initiative, on en parle depuis 2009. Mais ça peine à démarrer. C'est bien, maintenant il y a l'aspect politique. On va en parler parce que le souverain a aussi parlé de structurer, justement, pour passer à un autre stade, celui de l'action. Oui, mais le plus important, encore une fois, au moment même où vous structurez, c'est aussi de faire des quick wins. C'est connu les gens restent adhérés et comprennent que c'est le projet le plus important. Et donc, j'ai mentionné la flotte maritime. Il y a la sécurité aussi. Je pense que la sécurité, on peut assurer un quick win parce que si vous allez un peu dans le golfe de Guinée, aujourd'hui, il y a beaucoup de piraterie ou d'actions qui se déroulent dans cette zone. Ça se voit parce qu'il y a les hydrocarbures. Et demain, vous aurez la Mauritanie, le Sénégal aussi, qui vont être des géants pétroliers. Il y a la Côte d'Ivoire qui va venir, etc. Donc, vous voyez que c'est un enjeu extrêmement important. Alors, puis-je bâtir avec ce que Moubarak a si bien dit, si vous permettez, la Nadia, dans un exposé, une conférence que j'avais donnée à la FAO lors de la Journée mondiale de la sécurité. Il y a de cela quelques mois, j'avais l'honneur d'être leur invité d'honneur. Je parlais justement de comment transformer les menaces en opportunités. Je suis très honoré en fait de pouvoir commenter cela aujourd'hui. Je parlais de l'espace du Sahel et justement je parlais du golfe de Guinée et de comment la sécurité alimentaire et donc aujourd'hui le développement, comme c'est venu en fait dans le haut discours de Sa Majesté, peut contribuer à la transformation de menaces en opportunités. Je prends la piraterie, je prends le terrorisme. La piraterie a existé en fait dans le golfe de Guinée. Déjà, en fait, il n'y a pas une union sur la définition du golfe de Guinée. Il y en a qui le commencent à partir de la Namibie, il y en a qui le commencent à partir d'autres pays. Et ça dépend des cartes que les colonisateurs avaient. Je ne vais pas zoomer sur ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est lié aux hydrocarbures, c'est lié à la pauvreté, c'est lié au fait que l'habitat naturel des poissons est détruit, et donc automatiquement. Alors, déjà, en fait, je le dis très souvent, pour avoir navigué, si on n'a pas de angry fishermen, si on n'a pas, en fait, de pêcheurs en colère, de petits pêcheurs en colère, c'est très difficile d'avoir des pirates.
Parce que c'est des gens en fait qui entretiennent des petites barques, c'est des gens en fait qui connaissent la navigation comme ils connaissent la main, etc. Et croyez-moi, c'est très difficile de monter à bord en fait de grands bateaux de 16 mètres en fait de tirant d'eau. Les vagues qu'ils dégagent les protègent. Donc c'est des gens qui connaissent vraiment le terrain. Donc si on arrive en fait à les réimpliquer dans leur environnement naturel, à leur permettre en fait d'avoir des fermes de poissons, donc déjà en fait de la durabilité, de repêcher et donc protéger en fait leur tissu tribal, leur tissu familial, leur culture, et tout cela, de regrouper cela autour de zones logistiques déjà pour garantir la continuité et la qualité, transformation industrielle à l'échelle des pays, et puis export via le Maroc qui est déjà une expertise en fait d'export à l'échelle internationale. C'est ce que j'allais dire, le Maroc sait déjà faire ça à ce niveau-là. On a en fait, ça devient une myriade, c'est-à-dire à l'échelle du village, le pêcheur n'est pas tenté par l'extrémisme, par le non-respect de la loi, etc. Il reste en fait dans son village, il fait de la pêche parce qu'il y a la pêche durable, mais parce qu'on protège aussi son environnement. À l'échelle du pays, on a une grande zone logistique en fait de stockage du poisson et donc de contrôle de qualité, et le gars est payé. Automatiquement, derrière ça, on a de la transformation industrielle et nous, on vend à travers des chaînes de valeur mondiales. Donc, on a gagné énormément. La même chose en fait pour le Sahel. Il y a une bonne partie en fait du support logistique en fait de groupes terroristes qui vient de tribus ou de minorités tribales qui sont transfrontalières et qui ont justement en fait qui, pour des raisons ou une autre, en fait, qui sont frustrés et qui supportent, en fait, logistiquement, ça leur fait des sources de revenus. Alors, automatiquement, si on crée de la prospérité, si on crée des emplois qui sont décents, si on garantit la dignité, c'est moins de support logistique et c'est moins de gens qui bifurquent, en fait, vers le terrorisme et ailleurs. Et le Maroc joue encore une fois ce rôle de tirer par la demande vers des marchés qui sont demandeurs. Il y a une croissance mondiale en matière de protéines aujourd'hui qu'on peut remplacer. Mais, en fait, le développement, Moubarak était très intelligent quand il parlait aussi de ces brigades panafricaines. Je rappelle le grand projet de Sa Majesté Allah Isra qui est le pipeline du Nigeria. Justement, on parle. Il y a aussi les enjeux énergétiques qui sont avec ce projet d'envergure. Le parallélisme avec la protection et la sécurité. Mais justement, parce qu'on parle de terrorisme et de développement, il est envisagé par Sa Majesté comme un levier de développement durable dans la région. Là, c'est l'intégration sud-sud, on parle encore de co-développement. Ça ne peut se faire qu'ensemble, je pense. En fait, vraiment, en une minute, ça ne peut se faire qu'ensemble. Le pipeline est aussi un projet structurant et ramenant la paix. Et sur 3 niveaux rapides, vraiment, je mentionne que les titres. C'est l'Afrique qui apprend à travailler ensemble parce que le PVC et l'industrie sera faite en fait en Afrique. L'électrification sera utilisée par les frères africains qui vont consommer ce gaz et d'autres vont exporter et profiter d'un marché final. Mais en même temps, ce pipeline qui sera en majeure partie maritime aussi raccordé aura besoin d'être sécurisé. Donc cette sécurité, parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer de la devise internationale, profitera aussi à financer justement des brigades, d'accord, sur la région. Pour protéger le pipeline et aussi le commerce international. Donc c'est un va-et-vient sans cesse entre le développement durable, cette sécurité, une condition sine qua non et vice-versa. J'aimerais vous entendre, Moubarak Lo, sur ce projet d'envergure du gazoduc Maroc-Nigérien. Oui, en tout cas, nous, en tant que Sénégal, on est ravis de l'existence de ce projet parce qu'on va devenir... les enjeux sont énormes. L'année prochaine... on va devenir un producteur de gaz avec la Mauritanie et nous pourrons utiliser... C'est un des premiers effets dominos justement de cette intégration régionale. C'est ce qu'on appelle une externalité positive. Parce que, je veux dire, demain, il nous faudra vendre notre gaz et nous pourrons utiliser justement le gazoduc pour brancher le Sénégal, brancher la Mauritanie et rejoindre le gaz qui viendrait du Nigeria. Au-delà disons, de l'aspect énergétique, il y a aussi un volet industriel, ne l'oubliez pas, parce que d'ailleurs le groupe OCP marocain l'a bien compris. Parce qu'avec le gaz, plus le phosphate, vous pouvez faire demain de l'engrais. Et donc c'est extrêmement important. Tout à l'heure, vous avez mentionné aussi la possibilité de transformer d'autres matières premières de l'Afrique de l'Ouest pour faire de l'industrie en amont, en aval. Parce que même pour l'automobile, aujourd'hui, vous prenez un pays, vous avez parlé du gazoduc, mais prenez un peu la Guinée qui fait beaucoup de produits qui pourront demain servir à faire de l'alumine et à faire des automobiles demain. Et donc vous voyez que le potentiel est immense en termes de coopération industrielle, énergétique. Et le préalable, c'est toujours la sécurité. Donc il faut assurer la sécurité pour que les activités industrielles puissent se dérouler en toute sérénité. Vous savez, la zone maritime dont on parlait tout à l'heure, si vous allez à l'Union africaine, on parle de 5 régions. Donc il y a
Il y a les 5 régions africaines. On a ajouté une 6e, c'est la diaspora. L'Atlantique serait la 7e région, avec l'Océanie également. Donc on aurait 7 régions. Le Pacifique, je veux dire. Non, l'Océan. L'océan Indien. L'océan Indien, voilà. Absolument. On aurait donc 7 régions, avec la Méditerranée aussi. Donc tout ce qui est maritime ou océanique contribuerait à faire cette 7e région. Et le Maroc peut jouer ce rôle de moteur pour porter cette initiative de transformer la mer comme un espace de coopération intra-africaine. On va parler de ce rôle moteur, de ce rôle fédérateur du Maroc, et ça sera, j'en parlerai avec vous, Amine Laredi, pour clôturer. Mais avant, il y a vraiment un sujet que je veux absolument aborder et qui est pour moi aussi au cœur de cette nouvelle vision atlantique africaine. C'est cette appellation de Sa Majesté le roi Mohammed VI lors de son discours. Il aspire à un haut lieu de communion humaine. C'est essentiel, ça fait appel aux valeurs, ça fait appel à l'identité, ça fait appel aux racines africaines du Maroc. Oui, bien évidemment, vous savez, il y a 3 valeurs qui ont été mentionnées par Sa Majesté le Roi. Il a parlé d'entraide, il a parlé de solidarité, il a parlé d'ouverture. Parce que sans ces 3 éléments, vous ne pouvez pas coopérer. Ça a été démontré d'ailleurs par tous les experts au niveau international. En général, quand il y a de la réussite dans un processus d'intégration, forcément, vous avez une volonté d'aller vers l'autre, donc cette ouverture, mais vous avez forcément la solidarité et l'entraide. Sans ça, vous n'aurez pas de succès dans l'intégration. Je pense que le Maroc l'a bien compris et j'ose espérer qu'il portera très haut ce flambeau de transformer l'Atlantique en 7e région de l'Union africaine. Et c'est un haut responsable sénégalais qui le dit, donc ça a encore plus de valeur parce que Dieu sait les relations séculaires, fraternelles entre Rabat et Dakar. Donc ce rôle de fraternité, ce rôle moteur, ce rôle de fédérateur aussi, Amine Laridi, tant sur le plan géostratégique, mais on parlait aussi de toute son expertise en matière de énergie renouvelable, hydrogène vert, gestion de l'eau, dessalement, économie bleue, une véritable plateforme logistique pour relier le nord et le sud. C'est tous les atouts et les acquis du royaume qui sont le garant d'un projet prometteur. Alors, on parlait tout à l'heure de valeurs et vous avez tout à fait raison. Il y a la vision qui est là, c'est la vision de Sa Majesté. Il y a des valeurs marocaines, comme vous le disiez très bien, de solidarité, qui sont puissantes en interne. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu pendant le désastre, alhamdoulilah, qui a été tourné en un élan de support national et d'union nationale autour de notre roi et qui était celui du séisme. Et en même temps, on l'a vu dans cet élan toujours que le royaume du Maroc, sous l'égide et les hautes instructions de Sa Majesté, par rapport à notre continent. Donc, un continent duquel on a deux choses, c'est l'ambition et l'humilité. Je pense que ce qui est toujours distingué à l'approche marocaine, on n'est jamais dans l'arrogance. On n'est jamais dans le dire ce que vous devez faire. Au contraire, on est là pour écouter, pour valoriser. On apprécie ce que nos frères africains ont de mieux que nous. On apprend d'eux, on travaille avec eux, on pense toujours à leur intérêt et on bâtit ensemble. Et les valeurs distinguent, parce que c'est ce qui fait la quintessence de la diplomatie. Quand vous venez dans un pays pour créer de la valeur locale pour vous et pour l'autre, quand vous choisissez les bons partenaires, et je comprends Moubarak quand il parle de quick wins, parce qu'on en a besoin. Et parmi les quick wins, il y a aussi les joint ventures, entre personnes qui partagent la même vision, qui ont la capacité de transformer justement ces ambitions sur le terrain dans une myriade de pièces de puzzle qui font justement le grand puzzle. Mais dans une intégration, il y a toujours un binôme moteur. Toujours. Et je crois que le Sénégal et le Maroc pourraient tout à fait représenter aussi cette locomotive bicamérale, si j'ose dire. Bon, disons que c'est tous les pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'États. Le Nigeria peut être un partenaire également, même l'Afrique du Sud. Vous savez, si on met en avant le réalisme, je suis persuadé, même il y a des conflits aujourd'hui qu'on pourrait transcender sur la base du réalisme, c'est-à-dire sur la base de projets concrets, gazoduc, demain une ligne maritime qui partirait de Tanger jusqu'au Cap. C'est comme ça qu'on reconnecte. Il faut reconnecter les pays du continent. Parce qu'aujourd'hui, on est là, mais on est disconnecté. Et c'est toute la puissance, peut-être, en fait,
tu me rejoindras, cher frère, c'est toute la puissance justement de s'inspirer de ce haut leadership pour prendre des initiatives aussi bien économiques, politiques, à une échelle aussi bien d'entreprise, notamment en fait, par rapport en fait, à cette ligne maritime. Je reviens juste sur un ensemble de points. Et ça sera le dernier mot. Quand on parle en fait, du volet maritime, certes il y a le transport, mais rappelons-nous qu'une bonne partie de nos télécommunications, si les gens nous voient à l'étranger en ce moment, c'est grâce à des câbles Internet. Si on a la capacité d'appeler, ce n'est pas toujours par rapport aux satellites, c'est des câbles de télécommunications qui sont marins, qui connectent déjà, c'est une économie très puissante. C'est aussi l'industrie pharmaceutique qui est très importante pour notre continent, qui peut être développée grâce à des intrants maritimes. C'est aussi la sécurité alimentaire mondiale et africaine, mais c'est cette paix et stabilité réelle et concrète qu'on ne peut bâtir dans la durabilité, qu'en apprenant à nous accepter mutuellement, en respectant en fait la souveraineté territoriale et la souveraineté politique des autres pays, et en même temps en bâtissant dans l'ouverture, mais dans l'union aussi en interne. En interne, c'est l'esprit de la déclaration de Rabat. Je vous laisse le mot de la fin, Moubarak Lo. Vous vouliez dire très rapidement. On a parlé de créer une communauté atlantique africaine. Ça peut être bâti à partir des valeurs qu'on a mentionnées tout à l'heure. Comme ça, on aura l'adhésion de tous ces États pour en faire un espace de paix, de sécurité, de stabilité, mais surtout de prospérité économique et sociale. Moi, je terminerai sur ce mot qui transcende vraiment tout ce que vous avez dit de manière très pertinente. C'est un haut lieu de communion. Tout à fait. C'est clair. Voilà, merci infiniment à tous les deux d'avoir été dans cet épisode de Questions d'actu. Amine Laredi, expert international en diplomatie et souveraineté, ainsi que monsieur Moubarak Lo, directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'est la fin de Questions d'actu. Très bonne suite des programmes sur Média.